Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et notre invité ce matin, c'est Luc Châtel. Bonjour, vous êtes le président de la plateforme Automobile. Vous allez recevoir demain les candidats aux élections européennes. Ils vont faire un grand débat ensemble et avec vous. Quelle est la priorité du message que vous voulez leur faire passer? On a déjà des règles, n'y touchez pas, c'est peut-être le premier message? Non, la priorité, c'est l'avenir de l'industrie automobile en Europe. L'Europe a pris une décision unilatérale. Quand je dis unilatérale, c'est-à-dire c'est le seul grand continent automobile dans le monde qui a pris cette décision. Et c'est une décision réglementaire. C'est-à-dire c'est pas une décision qui est née des demandes des consommateurs, des clients. C'est pas une décision qui est née de l'innovation. C'est une décision qui est née de la Commission européenne, puis du Parlement et des États. Voilà. Donc, c'est très important de débattre avec les candidats aux élections européennes, parce que dans la prochaine mandature, va être suivie la mise en œuvre de cette interdiction des moteurs thermiques en 2035. Je rappelle qu'il y a une clause de revoyure en 2026 qui doit être préparée. Et donc, nous devons entendre les différentes listes politiques pour voir quelle est leur stratégie en la matière. Mais dans ces candidats, je prends l'exemple par exemple de François-Xavier Bellamy, lui il est plutôt pour revenir sur l'interdiction de 2035. C'est pas votre message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de revenir sur les règles. L'industrie, elle a avancé. Quand vous parlez aux patrons de l'industrie automobile, ils sont en ordre de marche pour arriver à ce défi industriel et de consommation. Disons que l'automobile, c'est pas une industrie du stop and go. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est très résiliente, qui est très efficiente, qui a une capacité d'adaptation inouïe par rapport au poids d'une industrie lourde. Et en même temps, donc, capacité d'adaptation exceptionnelle. Regardez en 5 ans notre parcours. C'est-à-dire en 5 ans, on a multiplié par 10 la part de marché des véhicules électriques. Personne ne le croyait il y a 5 ans. Même pas les constructeurs eux-mêmes. Disons que c'était un challenge. Et donc aujourd'hui, il va y avoir dans les 3 prochaines années 100 milliards d'euros d'investissement en Europe dans l'électrique. Donc c'est absolument considérable. Donc ce que nous disons au pouvoir public, c'est arrêter ce stop and go. Et on le dit aussi bien pour les réglementations que pour les bonus qui changent. Le bonus, il a changé 15 fois en 5 ans. 15 fois en 5 ans. Comment voulez-vous vous adapter quand vous êtes industriel? Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est davantage comment on accompagne notre industrie européenne, comment on l'aide à franchir ce cap. Parce que finalement, les décideurs européens ont pris un peu le sujet par le mauvais bout. Ils ont réglementé, mais ils n'ont pas accompagné ça d'un grand plan stratégique pour leur industrie automobile. Et nous en appelons aujourd'hui à un vrai pacte européen pour l'automobile qui pourrait comprendre tout un tas de dispositifs d'aide à l'investissement, d'aide à l'innovation, d'accompagnement des salariés. Il faudrait évidemment traiter ces sujets de bonus, d'aide, d'incitation aux véhicules électriques au niveau européen et pas au niveau local. Tous nos constructeurs sont mondialisés. Nos constructeurs, nos 2 Français, ils sont européens. Aujourd'hui, ils sont mondiaux. Voilà. Et j'ajouterais même dans ce paquet, ce pacte européen, tous les sujets qui concernent aussi les relations avec l'extérieur, le commerce extérieur, pour que nous ayons un vrai paquet automobile cohérent. Si nous voulons aller à l'interdiction de l'électrique, du thermique en 2035, eh bien, il faut une vraie stratégie industrielle. Alors, ces relations avec l'extérieur, notamment avec la Chine, elles sont complexes parce que on leur dit on veut bien vos usines, mais on veut pas être inondé de véhicules chinois. En même temps, des véhicules qui sont moins chers, ça permet aussi de pousser le marché et faire en sorte que les gens en achètent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir notre industrie? Vers quel biais il faut taxer? Il faut mettre des droits de douane importants? Il faut continuer les enquêtes? Alors, d'abord, je dirais que l'industrie automobile européenne, elle a déjà connu ça par le passé à plusieurs reprises. Dans les années 70, il y a eu l'invasion des véhicules japonais. Dans les années 90, les Coréens. La différence, c'est que les Chinois arrivent alors qu'ils sont devenus, en très peu de temps, en moins de 20 ans, le premier marché mondial. Donc un marché domestique qui vous permet d'amortir des capacités d'investissement, d'innovation, de nouveaux produits. Mais c'est aussi le premier pays producteur et le premier pays exportateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Les Chinois, vous savez, sont à la fois des partenaires. Les Français, je pense à Valeo, à Forvia, à Mobility Hope, l'ancien Plasticomium. Eh bien, ils sont présents depuis très longtemps en Chine. Ils ont une centaine d'usines de production en Chine. Donc, ce sont aujourd'hui des partenaires, à la fois des clients et des fournisseurs. La question, c'est que la concurrence vis-à-vis des Chinois soit loyale. Un monde idéal, c'est pas un monde
monde où on met des barrières de partout. Et nous ne sommes pas favorables à ce que les États-Unis sont en train de faire. À une augmentation massive des droits de douane. Voilà, parce qu'à la fin, ça a toujours des répercussions sur le client final, sur le consommateur, sur les travailleurs dans les usines. Donc un monde idéal, c'est un monde avec le minimum de taxes. Simplement, un monde idéal, c'est un monde où il y a une concurrence qui est loyale, qui est saine, et donc qu'on puisse aménager. Ça, c'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas aujourd'hui. Attendons les résultats de la Commission européenne, mais on sait très bien qu'il y a des aides d'État massives, et donc c'est ça qu'il faut réglementer pour que cette concurrence soit loyale. Vous savez, cette industrie, je le disais, c'est une industrie automobile très, très résiliente. Elle a une capacité de rebond, de remise en cause extraordinaire. Simplement, il ne faut pas qu'on joue avec des sacs de plomb sur les épaules. Il faut qu'on joue avec les mêmes règles que nos concurrents mondiaux. Mais vous y croyez vraiment qu'on va convaincre les Chinois et les Américains de jouer aux mêmes règles que nous? Enfin, on est un peu le dindon de la farce sur ce sujet-là. Si les uns ferment leurs frontières, les autres font des subventions à gogo et nous inondent, si on n'augmente pas les droits de douane, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que les Chinois ont tout intérêt à cela. Vous savez, d'autant plus si le marché américain leur est fermé, ils vont venir en Europe avec des véhicules de grande qualité. J'étais au salon de Pékin il y a moins d'un mois, et je peux vous dire qu'il y a du haut de gamme, du SUV. Ils produisent aujourd'hui des véhicules de grande qualité, avec un design qui est là aussi de grande qualité. Bref, ils vont arriver avec des véhicules compétitifs. Bon. Donc, ils ont intérêt à arriver dans un contexte avec des règles du jeu saines pour avoir des partenaires européens. Ils ne vont pas importer leurs voitures. Au départ, ils vont peut-être le faire. Et c'est ce qu'ils font en ce moment avec les véhicules électriques. Mais progressivement, ils vont chercher à investir en Europe. Nous avons intérêt à ce que les Chinois investissent en Europe. Hier, Toyota a investi en France et aujourd'hui, c'est une usine très importante pour la filière automobile. Donc demain, qu'il y ait plusieurs constructeurs chinois avec des équipementiers qui choisissent la France ou l'Europe et qu'il y ait des partenaires dans l'industrie automobile française ou européenne, c'est cela que nous devons avoir en ligne de mire. Donc le modèle, c'est un peu ce que fait Stellantis, en s'associant avec un Chinois, en ayant des relations commerciales établies, claires. C'est le modèle à suivre. Le modèle, c'est une industrie mondialisée, interconnectée, avec des clients, des fournisseurs qui deviennent des partenaires. Et tout ça, ça forme un écosystème. Simplement, pour que l'écosystème fonctionne, il ne faut pas de déséquilibre qui est lié à des subventions extrêmes de certains opérateurs. Et pourtant, les subventions, on en a besoin, notamment pour pousser la demande. Vous le disiez, le bonus a changé 15 fois en 5 ans. On a du mal à s'y retrouver. Dès qu'on enlève un petit niveau de bonus, la demande baisse. On l'a vu notamment en Allemagne. C'est un petit trou d'air sur l'électrique où carrément on n'arrive pas à trouver le marché. Alors, d'abord, en France, les ventes de véhicules électriques restent à un niveau correct, autour de 18% du marché, 100% électrique, un peu plus d'un quart si on ajoute l'hybride rechargeable. Et il y a une voiture sur deux vendue en France qui est hybridée, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'électrification. C'était inenvisageable il y a 5 ans. Donc regardons d'où l'on vient. Deuxième élément, nous avons toujours dit au pouvoir public, dès 2018, que le temps que les courbes d'expérience des véhicules thermiques et du véhicule électrique se rejoignent, il faudrait 5, 6, 7 ans. Or, un véhicule électrique, c'est 50% plus cher à la base qu'un véhicule thermique. Donc ça veut dire que l'aide à la demande, nous avions dit dès le début qu'elle serait nécessaire dans le temps. Et c'est ce que le gouvernement fait d'ailleurs. Et je me réjouis que dans le contrat de filière que j'ai signé il y a une dizaine de jours, eh bien, le bonus soit pérennisé. C'est-à-dire qu'on est, pour les 4 prochaines années du contrat de filière, un engagement de l'État d'avoir un bonus. Simplement, il faut que ce bonus il soit à un niveau significatif. On a vu en Allemagne que dès qu'on arrête l'accompagnement de la demande, le marché s'effondre. Ce qui est un vrai sujet, parce que pour être à 100% de véhicules électriques en 2035, vous avez des étapes, notamment 2030, où il faudra qu'on soit à 50% du marché en électrique. On est aujourd'hui, je vous dis, à 18%. Donc la marche, elle est très élevée. Et là, c'est pas complètement garanti. Et là, il y a plein de critères qui jouent. Les bornes de recharge, le prix des voitures, l'autonomie des véhicules, qui a beaucoup progressé. Donc c'est un mix très compliqué.
Mais on va y arriver. C'est-à-dire que je vous ai entendu, moi, plusieurs fois sur ce plateau dire on va détruire l'industrie automobile française avec cette décision de 2035. Finalement, le chemin, on n'a pas du tout fini. On est vraiment au milieu du chemin. Finalement, on y arrive. Alors, j'ai pas dit on va détruire l'industrie automobile française. J'ai dit l'Europe a décidé unilatéralement de se saborder. C'est la vérité. Je veux dire, de changer de modèle, ouais. L'Europe a inventé l'automobile. Elle était le leader mondial des moteurs diesel et unilatéralement, sans que personne lui demande, elle décide de mettre fin à cette technologie. C'est un sabordage. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va rester les bras croisés? Non. Je vous disais tout à l'heure, l'industrie automobile européenne, elle est extrêmement résiliente, très efficiente. Elle se remet en question. Simplement, ça se fait avec difficulté et avec des conséquences. Des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des conséquences sur la sous-traitance, des conséquences sur les salariés. Voilà. Et à côté de ça, il n'y a jamais eu autant d'investissements dans la filière automobile en France depuis 50 ans. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc c'est difficile, c'est très dur. On aurait pu faire différemment et sans doute mieux pour l'ensemble de la filière automobile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça s'impose à nous. Donc les constructeurs automobiles, les équipementiers, toute la filière, ils ont pris leurs responsabilités. Ils investissent comme jamais. Mais ça fait des dégâts dans les PME de la filière et auprès des salariés. Merci beaucoup Luc Châtel d'avoir été avec nous, président de la plateforme automobile.